Ce matin-là, papa apparut dans l'encadrement de ma porte, les mains encore couvertes de graisse de l'atelier. Il tendait sa carte bancaire et un petit bout de papier où il avait écrit le code peint en lettres majuscules. « Yoni, tu peux commander cette montre Bova pour moi ce soir ?» Le site m'a donné du fil à retordre. Mets-la simplement sur cette carte. J'ai hoché la tête, déjà à moitié occupée à lasser mes bottes pour le travail, et j'ai posé la carte sur mon bureau à côté du papier. La journée au port s'éternisa, conteneur retardé, un appel des douanes qui refusait de se résoudre, et un contremaître sans la moindre patience pour les erreurs. Quand je me suis garée dans notre allée à Bixby-Knoll, mes yeux brûlaient comme du papier de verre. Tout ce que je voulais, c'était une douche et du sommeil, mais je me suis rappelé la montre. J'ai allumé mon ordinateur, saisi les informations, et validé. L'écran a clignoté en rouge. Transaction refusée. Fonds insuffisants. J'ai froncé les sourcils. Papa n'était pas du genre négligent, et cette carte servait aux achats importants. J'ai réessayé. Même message. Troublé, j'ai vérifié le solde. Ce qui m'a sauté aux yeux n'était pas quelques centaines pour une montre, mais une pile de dépenses en gras, des magasins de luxe sur Pine Avenue, une confirmation de billets d'avion, une réservation non remboursable en bord de mer. Le plancher a grincé et Sabine est entrée, virevoltant avec un sac brillant comme si elle sortait tout droit d'un podium. Son jean étincelait sous la lampe, des étiquettes neuves pendaient encore à son chemisier. Elle a lancé ses cheveux en arrière et a souri d'un air narquois. « Tu aimes ? Ah, et demain je pars à Huntington. » J'avais besoin de souffler. Ma bouche s'est ouverte, mais c'est l'absurdité qui m'a frappée en premier. Elle l'avait vraiment fait. Elle avait pris la carte, lu le code, et brûlé des milliers comme si l'argent poussait sur les jacarandas dehors, contre toute logique. Un rire m'a échappé. Pas un rire poli, mais un éclat brut d'incrédulité. Le sourire de Sabine a vacillé. « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?» lança-t-elle, en changeant son sac de bras. Avant que je puisse répondre, les bottes de papa martelèrent le couloir. La porte s'ouvrit à la volée, son visage cramoisi, la mâchoire crispée, la voix faisant trembler les murs. « Qui m'a volé mes 20 000 $? Sabine s'est figée, sa couleur disparaissant aussi vite qu'elle avait brillé. Le sac a glissé de sa main, répandant du papier de soie sur le tapis. Et en cet instant suspendu, j'ai compris que l'équilibre ancien de notre maison s'était fissuré, et qu'il n'y aurait aucun retour simple à ce que nous étions avant. Le matin qui suivit l'explosion de papa, je partis avant que la maison ne s'éveille. Le port était déjà en mouvement, les grues dressées vers le ciel comme des arbres de fer, les moteurs grondant sur le terrain. Je parcourais les rangées de conteneurs, carnet en main, vérifiant les scellés, écoutant les grésillements des radios. Mon travail était routinier mais stable, le genre de tâche qui enseigne la patience. Le fret ne bougeait pas plus vite parce qu'on le voulait. Il avançait quand la marée, les papiers et les horaires s'alignaient. J'économisais chaque dollar en trop. Parfois je sautais le déjeuner, mettant l'argent de côté sur un compte que je consultais rarement. Chaque dépôt était une brique de plus vers un projet que je gardais secret. Un jour, lancer mon propre petit cabinet de conseil, aidant les expéditeurs qui n'avaient pas la patience de gérer retard et code. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était le mien. Sabine vivait dans un autre monde. Elle appelait ça la liberté. Des nuits dans le centre de Long Beach, des cocktails sous les néons, des matins où elle ne se levait pas avant que le soleil soit haut. Ses réseaux sociaux débordaient de sourires, d'amis accrochés à ses épaules, de légendes parlant de vivre l'instant. À la maison, elle racontait des histoires de fêtes et de rencontres improbables avec des gens qui la comprenaient. Mes parents riaient, leurs yeux brillants de fierté. Sabine illumine une pièce, avait dit papa une fois, comme si le charme était une monnaie. Maman ajoutait toujours, elle trouvera sa voie. Elle l'a toujours fait. Jamais je n'entendis la même chose à mon sujet. Mes nouvelles sur un envoi passé en douane ou un nouveau processus que j'avais amélioré récoltaient des hochements de tête polis. Rien de plus. Le travail acharné, semblait-il, ne brillait pas de la même manière. Je me disais que je m'en fichais. Que la discipline comptait plus que les applaudissements. Mais chaque fois que Sabine se baignait dans leur admiration pendant que j'étais invisible, quelque chose se serrait en moi. Le ressentiment était une marée silencieuse, tirant sur les bords de ce que je pensais pouvoir supporter. Quand la vérité de la carte volée s'installa dans le silence de notre maison, je sus que cette marée était enfin en train de tourner, et qu'il ne s'agissait que de temps avant qu'elle ne vienne s'écraser durement contre nous tous. Le vol de la carte bancaire n'était pas sorti de nulle part. Ce n'était que la plus grosse vague d'une marée qui montait depuis des années. Je pouvais la retracer à de petites choses, des billets que j'avais posés sur ma table de nuit,
des 20 $ pliés avec soin, disparus le lendemain. Au début, je croyais avoir mal compté ou dépensé sans m'en souvenir, mais le schéma se répétait, chaque disparition coïncidant avec les jours où Sabine arborait de nouveaux bibelots ou sortait le soir. Quand je l'avais confrontée une fois, elle avait penché la tête avec ce sourire qui désarmait toujours nos parents. « Détends-toi, Yoni. J'ai juste emprunté. Tu es tellement rigide. » Elle promettait de me rembourser, et parfois elle le faisait, me glissant un billet de 5 dans la main des semaines plus tard, comme si ça rétablissait l'équilibre. Je me répétais que ça ne valait pas la peine de se battre. Maman jouait la médiatrice, me rappelant que nous étions sœurs et que l'argent allait et venait. « Ne compte pas les points, disait-elle, comme si la justice était de la mesquinerie. Papa était plus difficile à lire. Il valorisait le travail, mais réprimandait rarement Sabine. Quand elle le charmait avec une histoire ou l'embrassait après une soirée, le problème s'évaporait. Et moi, je restais avec mon irritation comme une contrebande, invisible aux yeux des autres. La colère est venue d'abord, mais la culpabilité suivait toujours. Peut-être étais-je trop rigide, trop sérieuse, trop peu disposée à laisser couler. La légèreté de Sabine me faisait paraître lourde en comparaison, et une partie de moi se demandait si c'était ma faute. Si je souriais davantage, si je plaisantais plus, me verrait-il autrement? La carte a changé tout ça. Ce n'était plus 20 $ disparus ou une excuse fragile. C'étaient des milliers dépensés en vêtements de luxe, en billets et en vacances auxquelles je n'avais pas été invitée. C'était la preuve que la traînée de petites pertes nous avait mené droit au bord de quelque chose qu'on ne pouvait plus aplanir. Et en voyant le visage de papa se durcir et la voix de maman vaciller, j'ai compris que le règlement de compte, longtemps repoussé, frappait enfin à notre porte. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau, la carte encore posée là où papa l'avait laissée, le bout de papier à côté comme une accusation. J'ai rejoué la matinée dans ma tête. Papa s'était penché, m'avait demandé de commander la montre, puis avait laissé les 2 objets bien en vue. Je m'étais précipitée dehors, me disant que cela pouvait attendre le soir. Je n'avais rien trouvé d'anormal quand Sabine avait passé la tête dans ma chambre plus tard, prétextant avoir besoin de mon chargeur. Elle avait traîné plus longtemps que d'habitude, ses yeux fuyant vers le bureau avant qu'elle ne parte enfin. L'épreuve était désormais là, noir sur blanc. Confirmation de vol, réservation d'hôtel, achat en boutique, tout débité de cette carte. Un acompte versé à un complexe en bord de mer à Huntington, non remboursable. 2 billets d'avion au nom de Sabine. Départ prévu le lendemain matin. Mon cœur battait lourdement tandis que je faisais défiler les relevés. Ce n'était pas quelques factures. Pas quelques verres payés avec de l'argent emprunté. C'était une fraude commise en utilisant la confiance de papa comme caution. J'entendais presque sa voix se justifier à elle-même. La carte était là, le code écrit à côté. C'était pratiquement une invitation. Voilà la logique de Sabine, plier la réalité jusqu'à ce qu'elle lui serve. Mais les invitations n'excusent pas le vol, et la négligence ne justifie pas la trahison. Ce qui me troublait le plus, ce n'était pas seulement l'argent. C'était la facilité avec laquelle elle l'avait fait. Aucune hésitation, aucune peur, seulement la certitude qu'elle s'en tirerait. Elle était entrée dans mon espace, avait pris ce qui ne lui appartenait pas, et s'était fabriqué un week-end de rêve sur le dos du travail de quelqu'un d'autre. Je me suis renversée sur la chaise, fixant le solde en chute sur l'écran. Papa m'avait confié son compte, et j'avais laissé la porte ouverte. Sabine l'avait franchi sans la moindre hésitation. Quand son rire avait résonné dans le couloir plus tard, j'ai su que la confrontation qui nous attendait n'était pas qu'une affaire d'argent. C'étaient toutes les excuses, tous les dénis, toutes les fois où nous avions détourné le regard, et il n'y avait désormais plus rien d'autre à regarder que droit vers elle. Le couloir me semblait plus étroit que d'habitude, les murs se refermant alors que la voix de papa secouait l'air. Sabine se tenait là, ses sacs de course encore à moitié ouverts, ses yeux allant de l'un à l'autre comme un animal pris au piège cherchant une issue. « Tu as dépensé l'argent » tonna papa, sa main serrant le relevé que j'avais imprimé. 20 000 $. Tu crois que je travaille toutes ces années pour que tu te pavanes en vêtements de luxe et réserves des vacances? Le menton de Sabine se releva, son ancienne arme, la confiance, brillant une seconde. Ce n'était pas comme ça, dit-elle rapidement. Tu avais laissé la carte là. Le code était écrit juste à côté. Comment est-ce que ce serait seulement ma faute, si tu avais pratiquement invité les ennuis? Ces mots tombaient lourdement, mais moins qu'autrefois. Les yeux de papa se tournèrent vers moi, attendant ma réponse. Mes mains tremblaient tandis que je lui tendais les reçus imprimés, chacun marqué d'un horaire. J'étais au port toute la journée, dis-je, d'une voix plus ferme que je ne me sentais.
Chaque dépense correspond aux heures où je n'étais pas là. Et toutes sont à son nom. Billets d'avion, acompte d'hôtel, boutique de luxe. Il n'y a aucun doute sur l'identité de celle qui les a faits. Le sourire de Sabine se figea. Tu déformes tout. Je ne savais pas que c'était la carte de papa. Je croyais que c'était la tienne, Yoni. Je pensais que ça ne te dérangerait pas, après tout ce que tu as accumulé. Le visage de papa se durcit à ces mots. Il me jeta un coup d'œil, puis se tourna de nouveau vers elle, et quelque chose dans son expression changea. Pendant des années, il avait ri de ces histoires, balayé mes plaintes discrètes. Mais maintenant, le poids des papiers et des chiffres pesait dans ses mains, indéniable. Maman apparut depuis la cuisine, s'essuyant les mains dans un torchon, la confusion voilant son visage. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, ses yeux nous parcourant. Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Papa lui remit les reçus et elle les lut en silence, ses lèvres se pinçant. Pour la première fois, les excuses faciles ne vinrent pas. Sabine tenta à nouveau. Plus douce, cette fois. Papa, ce n'était qu'une erreur. Je rembourserai, mais personne ne bougea pour la protéger. L'air du couloir semblait tenir un nouvel équilibre, comme si le sol lui-même s'était incliné sous nos pieds. Et dans ce silence, je sus que le règlement de compte ne faisait que commencer. La maison resta tendue pendant 2 jours. Silence seulement brisé par des ordres brefs et des portes claquées. Papa parlait à peine au dîner, ses yeux fixés sur son assiette. Maman circulait prudemment entre nous, comme si un mot de travers pouvait déclencher une nouvelle explosion. Sabine m'évitait totalement, s'enfermant dans sa chambre comme si le couloir était devenu un territoire ennemi. La 3e nuit, papa nous appela au salon. Il se tenait devant la cheminée, le relevé de cartes plié dans sa main. Sa voix était désormais posée. Pas de cris, pas de colère déchaînée, seulement une certitude froide. Je ne porterai pas plainte, commença-t-il. Mais cela ne disparaît pas. Tu as volé $20 000, Sabine. Tu vas les rembourser. Sabine croisa les bras, déjà sur la défensive. Comment? Tu crois que j'ai ce genre d'argent qui traîne? Tu vas travailler, répondit-il. Chaque paie, chaque pourboire, chaque prime, tout ce que tu gagneras ira directement à cette dette jusqu'à ce qu'elle soit effacée. Son rire fut court, cassant. Tu es sérieux? Oui, dit papa. Et pour qu'il n'y ait aucune excuse, Yoni va rédiger l'accord. Il sera signé, attesté, et clair. Plus de discussion. Tous les regards se tournèrent vers moi. J'avalai difficilement, mais j'acquiesçai. Ce soir-là, je m'assis à la table de la cuisine avec un bloc-notes, établissant un plan de remboursement qui décomposait la somme en mensualités. Ce n'était pas rapide. Cela prendrait des années, mais c'était contraignant. Quand je remis les pages à papa, il lut chaque ligne, puis les fit glisser vers Sabine. Elle les parcourut, la mâchoire crispée. « C'est ridicule, murmura-t-elle. Vous me traitez comme une criminelle. Tu nous as traités comme des idiots, répliqua papa. Maintenant, tu vas réparer. Un instant, je crus qu'elle refuserait. Puis, d'un souffle sec, elle arracha le stylo du comptoir et griffonna son nom au bas de la page. La signature s'étala sombre et irrégulière, mais elle y était. Papa plia les feuilles et les glissa dans une enveloppe, la scellant comme on ferme un coffre. Le poids dans la pièce se déplaça. Le jugement avait été rendu, non pas au tribunal, mais dans notre salon, et le lent calcul du remboursement venait de commencer. Sabine décrocha un emploi dans un entrepôt à commerce, un de ces endroits où les journées durent 12 heures et où l'air sent la poussière et l'huile. Papa Y conduisit le premier jour, restant près de la voiture jusqu'à ce qu'elle franchisse les portes métalliques. Pour une fois, il ne sourit pas, ne fit pas de signe. Il attendit seulement qu'elle disparaisse à l'intérieur, puis tourna la clé en silence. La première semaine, elle est rentrée avec les mains couvertes d'ampoules et une expression amère. Elle a claqué ses bottes contre le mur, marmonnant au sujet des contremaîtres qui aboyaient des ordres et des collègues qui la traitaient comme si elle n'était personne. À la 2e semaine, elle avait déjà commencé à arriver en retard, des embouteillages, prétendait-elle, bien que tout le monde sache que le bus était toujours à l'heure. La nuit, je l'entendais faire les 100 pas dans sa chambre, le cliquetis des cintres alors qu'elle sortait des vêtements de son placard. Peu après, des pièces de sa nouvelle garde-robe commencèrent à disparaître. Un après-midi, en passant devant une friperie sur Anaheim Street, j'ai vu l'un des chemisiers dans la vitrine, les étiquettes encore pendantes. Elle revendait ce qui avait été ses trophées. Chaque vente lui rapportait juste assez pour payer l'essence ou les courses, tandis que le reste de son salaire allait directement dans l'enveloppe de remboursement de papa.
Son éclat social s'éteignit tout aussi vite. Les amis qui inondaient autrefois son téléphone d'invitation se firent silencieux. Les photos de bars bondés et de rires nocturnes cessèrent d'apparaître sur ses fils d'actualité. En passant devant sa chambre, je la surprenais parfois en train de faire défiler de vieilles images, son visage éclairé par un écran qui ne reflétait plus la vie qu'elle avait construite pour l'apparence. Maman, qui s'était toujours empressée d'arrondir les angles, ne se précipitait plus pour la défendre. Elle cuisinait, nettoyait, continuait. Mais lorsque Sabine se plaignait de l'injustice de la situation, maman se contentait de presser les lèvres. Comme si le réservoir d'excuses s'était enfin tari. Regarder ma sœur rétrécir sous le poids de ses propres choix me laissait une impression enchevêtrée, moitié soulagement, moitié pitié. Elle avait été intouchable si longtemps, la dorée, la lumière de chaque pièce. Maintenant l'éclat était parti, et il ne restait que la vérité brute qu'elle ne pouvait plus cacher. C'est arrivé un mardi. Sabine est rentrée avant midi, les épaules voûtées, une lettre pliée à la main. Elle n'avait pas besoin de parler. Le silence s'accrochait à elle comme la poussière du sol de l'entrepôt. Papa lut la page, ses yeux se plissant à mesure qu'il parcourait les mots. Licenciement pour retard répété, non-respect des consignes, manque de performance. Il posa la lettre sur la table sans un mot. Longtemps, le seul bruit fut le tic-tac de l'horloge au-dessus du frigo. Puis il dit, calme mais définitif. Tu n'as plus de chance. Tu trouves un nouveau travail immédiatement ou tu quittes cette maison. La bouche de Sabine s'ouvrit, prête à répliquer. Mais maman la coupa, non par des mots de réconfort, mais par un hochement de tête discret et tremblant. Ton père a raison, dit-elle. On ne peut plus continuer à prétendre que ce n'est pas ce que c'est. La pièce sembla basculer. Pendant des années, maman avait été le bouclier de Sabine, adoucissant ses erreurs, les traduisant en simples phases passagères. L'entendre se ranger du côté de papa laissa Sabine cligner des yeux comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Je parlais prudemment, ne voulant pas frapper alors qu'elle était déjà à terre. Il y a des offres au port pour de l'assistance administrative. Ce n'est pas prestigieux, mais c'est stable. Et je connais une femme à Wilmington qui loue des chambres partagées pas chères si tu as besoin d'un logement plus proche du travail. Ses yeux se braquèrent sur moi, brûlant d'indignation. Toi aussi tu veux me mettre dehors ? Je ne te mets nulle part, dis-je. Mais je ne paie pas tes factures. Tu as besoin d'un plan, pas d'une excuse de plus. Elle remit la lettre dans son sac d'un geste brusque, marmonnant entre ses dents. Papa ne bougea pas, ne cria pas, resta assis, les mains croisées, attendant son choix. Le seuil avait été tracé, net et froid, et pour la première fois, personne dans la famille ne s'empressa de brouiller la ligne pour elle. La veille de son départ, Sabine se déplaça dans la maison en silence, rassemblant ce qu'elle pouvait caser dans un seul sac de sport. Pas de discours, pas de déclaration théâtrale, juste le bruit sourd des tiroirs qui se ferment et le raclement d'une fermeture éclair tirée jusqu'au bout. Je restais assise à la table de la cuisine, écoutant chaque son voyager à travers les murs. À l'aube, papa nous conduisit tous au centre-ville. La gare Greyhound sentait l'essence et le café rassis. Sabine se tenait près du quai, serrant son sac, les yeux fixés sur le bus qui ronronnait, portes ouvertes. Pour une fois, elle paraissait petite, l'assurance envolée de sa posture. Aucun de nous ne parla. Soulagement et chagrin s'entrelacèrent, épais dans le silence. Une partie de moi voulait la serrer dans mes bras, mais le souvenir de chaque billet volé, de chaque sourire narquois lorsqu'elle balayait ma colère, me retint immobile. La mâchoire de papa était serrée, inflexible. Ce fut maman qui brisa finalement le silence. Sa voix était basse, plus pour elle-même que pour nous. J'aurais dû le voir plus tôt. J'ai trouvé des excuses, toujours en disant qu'elle finirait par changer. Je pensais que l'aimer signifiait la protéger. Mais peut-être que je n'ai fait qu'alimenter le feu. Sabine se retourna alors, ses yeux allant de maman à moi, puis à papa. Un instant, je crus qu'elle allait dire quelque chose, mais elle se contenta d'un faible hochement de tête avant de monter les marches. Le sifflement des portes qui se fermaient emplit la gare, suivi par le grondement du moteur qui s'éloignait. Nous restâmes là à regarder jusqu'à ce que le bus ne soit plus qu'une traînée grise se fondant dans la circulation. Personne ne bougea, comme pour laisser un espace à ce qui venait de se passer entre nous. L'air semblait à la fois plus léger et plus lourd. Et dans cet équilibre étrange, je compris que la vie dans notre maison ne serait plus jamais la même. Les semaines passèrent, et la maison trouva un rythme que je n'avais jamais connu. Les repas étaient plus calmes, mais pas tendus, simplement stables, comme la marée qui va et vient sans heurts.
Papa rentrait de l'atelier chaque soir et restait vraiment à table, me demandant comment s'était passée ma journée. Un soir, après que je lui eus raconté un envoi réussi que j'avais coordonné, il posa sa fourchette et dit: « Tu ne m'as jamais déçu, Yoni. J'aurais dû te le dire plus tôt. » Les mots tombèrent plus lourds que je ne l'aurais cru, et longtemps, je ne pus répondre. Maman changea aussi. Au lieu de tourner autour des conflits, elle se mit à faire du bénévolat dans une petite clinique d'éducation financière près de Signal-Île, enseignant aux familles comment se protéger contre la fraude et les dettes. Quand elle rentrait avec des brochures sous le bras, ses yeux avaient une nouvelle clarté. « Je veux m'assurer que plus personne ne laisse l'amour l'aveugler face à la vérité, » me dit-elle, comme si elle se parlait à elle-même. Quant à moi, je signai enfin mon premier client pour le cabinet de conseil que je planifiais depuis des années. Ce n'était pas prestigieux, juste une entreprise de transport maritime de taille moyenne frustrée par des retards en douane, mais c'était à moi. Je louai un petit coin de bureau à Signal-Île, les fenêtres donnant sur les grues au loin, et ressentis une forme de possession que je n'avais jamais connue. Le contrat de remboursement restait dans mon tiroir de bureau à la maison, la signature de Sabine inscrite au bas. Je ne le gardais pas comme une arme ni comme un rappel de son échec. Je le gardais parce qu'il prouvait quelque chose que j'avais appris à la dure. Les limites ne sont pas des actes de vengeance. Ce sont des ancres qui tiennent bon contre les tempêtes. Et avec cette ancre posée, je pouvais enfin mettre le cap vers un autre port.